Bonjour à tous, donc bienvenue sur ce webinaire Openfield qui va être dédié aux grands enseignements de la première campagne, donc la campagne 22-23. On va faire un focus aujourd'hui sur la rotation classique, donc c'est-à-dire orge, soja, blé et colza. Alors on est en format webinaire, donc vous pouvez activer ni votre micro ni votre caméra. Par contre, si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les mettre directement dans l'onglet, si vous avez en haut un petit onglet qui s'appelle Q et R, donc questions et réponses, vous pouvez écrire directement ici. On aura un temps du coup d'échange, un temps de réponse aux questions à la fin du webinaire. Donc voilà, donc aujourd'hui, webinaire consacré donc aux gros enseignements de la première campagne sur la rotation classique. Moi, je me présente rapidement, je suis Marion Dubosquet, je suis responsable de l'offre chez Bioline. Et aujourd'hui, du coup, je suis accompagnée d'Olivier. Olivier, du coup, je te laisse te présenter et puis prendre la suite. Donc, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc Olivier Descroisettes, je suis en charge de la plateforme Openfield avec toute l'équipe d'expérimentation à Genovex et bien sûr les équipes Bioline pour nous accompagner dans les pratiques culturales. Alors, bon, on va débuter ce webinaire par la présentation de la plateforme. Peut-être dans un premier temps de vous rappeler le contexte et l'objectif de cette plateforme. On parle d'une plateforme Openfield, mais en fait, ce sont plusieurs plateformes qui sont dispatchées sur notre station expérimentale. Il faut savoir que déjà, quand on parle de plateforme Openfield, c'est avant tout cette fameuse plateforme pluriannuelle sur laquelle donc, on met en place des essais systèmes. Cette plateforme a débuté maintenant en 2020 et l'objectif, c'est sur plusieurs campagnes, donc 6 campagnes pour être très précis, de pouvoir suivre différentes thématiques que l'on va aborder. De la même façon, en fait, on a aussi d'autres plateformes sur lesquelles on travaille plus particulièrement la partie agriculture de précision, mais également une plateforme agrivoltaïsme sur laquelle on est engagé, et puis une plateforme annuelle qu'on appelle un peu incubateur sur laquelle on va travailler des thématiques précises, parfois N-2, donc des solutions en devenir qui pourront demain rentrer sur la plateforme pluriannuelle pour faire partie des conduites culturelles à tester. Alors, par rapport à ça, très simplement, la plateforme pluriannuelle, elle a pour objectif de répondre à une stratégie, la stratégie troisième voie de l'agriculture que mène et que met en place depuis maintenant 4 ans In Vivo, basée notamment sur l'accompagnement de la distribution agricole, entre autres, de la transition agroécologique de la ferme France. Pour cela, on se base sur 3 grands piliers, que sont tout ce qui est question autour de l'environnement, de l'alimentation et quelque part la partie agriculteur avec sa juste rémunération, parce que c'est important. L'objectif de toutes ces expérimentations, c'est d'apporter des solutions aux exploitants agricoles, quelle que soit je dirais leur typologie d'exploitant et d'exploitation, pardon, et leur forme de travail, mais avec pour prisme principal de leur apporter, je dirais, une rentabilité au final. Et donc, cette plateforme s'appuie notamment sur un écosystème et surtout sur des remontées terrain, des besoins sur lesquels on va travailler avec différents, je dirais, partenaires que sont des distributeurs, donc Coop et Négoce, des industriels de l'agroalimentaire, les instituts techniques et les entreprises de l'high-tech, afin de répondre à des besoins sur des filières bien précises, des attentes RSE ou tout simplement des aspects réglementaires. Et donc, par rapport à ça, on a 4 thématiques aujourd'hui qui sont travaillées sur la plateforme Openfield. Une thématique conventionnelle raisonnée, concrètement, ça va être notre témoin qui va nous permettre de comparer les différentes pratiques que l'on met en œuvre, à savoir le bas carbone, la recherche de réduction d'IFT et la lecture de conservation des sols, notamment. Et donc, pour bien mesurer attends, si tu veux bien revenir en arrière, pour bien mesurer ces pratiques culturelles, ces thématiques, on a défini avec justement notre écosystème des métriques que l'on doit mesurer chaque campagne sur chaque conduite pour tout simplement voir si ce que l'on met en pratique, en œuvre, répond aux attentes.
Et tout simplement, trois métriques finalement peut-être à retenir, hein. Sur le bas carbone, c'est une diminution du bilan carbone de 20%. Sur la partie IFT, c'est de réduire de 50% l'usage des produits de protection des plantes, notamment, donc entre autres les IFT, à voir si demain ce sera toujours le même indicateur. D'aller chercher également des CEPP, un maximum de CEPP pour la distribution agricole. Et puis enfin, une thématique plus large sur la CS, ou agriculture régénératrice, on l'appelle comme on veut, qui doit nous conduire à travailler sur tout ce qui est amélioration de la fertilité des sols. Et donc, par rapport à ça, au niveau d'Invivo et de Bioline en particulier, on va s'appuyer sur un écosystème de partenaires engagés à nos côtés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la prétention de tout connaître et de tout savoir. Et donc, vous le voyez, cet écosystème, il est ouvert. Et ça, c'est important, unique au niveau français, et dans lequel on va pouvoir réunir différentes typologies d'acteurs, que ce soit des agrofournisseurs, avec les métiers en l'occurrence de Bioline pour cette campagne, des instituts techniques, du machinisme, sur lequel on s'appuie énormément, des industriels agroalimentaires qui vont nous permettre finalement de comprendre leurs attentes, leurs besoins pour répondre aux consommateurs que nous sommes tous. Et puis ensuite, un écosystème, on va dire, AgTech, qui va nous permettre potentiellement d'aller chercher la bonne solution pour répondre à une thématique donnée. Et donc, au final, il faut imaginer que cette plateforme pluriannuelle, sur laquelle donc, on a 15 cultures présentes sur la campagne, ça représente 5 rotations représentatives, ça représente 5 rotations de la ferme France. Euh, Pourquoi on a souhaité avoir 5 rotations? L'objectif, c'était de pouvoir, je dirais, parler à tout à chacun, à chaque distributeur de notre écosystème pour se dire, ben voilà, si vous êtes plus sur la région, on va dire, Grand Est, par exemple, on va être plus sur une rotation colza-blé-orge très classique. Et donc, on a souhaité introduire notamment le soja en tête de rotation. Sud-France, là, on va plus parler maïs, tournesol associé à blé tendre, blé dur, les cultures industrielles, et puis une approche élevage et économie circulaire également. Ce qu'il faut retenir au final, c'est que faut imaginer qu'on a des bandes qui font 24 mètres de large sur 500 mètres de long, et ces bandes de culture vont être découpées selon les quatre thématiques: bas carbone, ACS, bas IFT et conventionnel. Et au final, l'intérêt du dispositif, c'est de pouvoir travailler sur des rotations, sur l'ensemble de la rotation, notamment donc raisonnée, Sud-France et industrielle, chaque campagne, et donc d'en tirer des indicateurs globaux à l'échelle d'une rotation, d'une rotation. Et donc, vous l'aurez compris, derrière tout ça, il faut mesurer, il faut prouver, il faut innover. Ces mesures passent notamment également par de la collecte d'informations, que ce soit au niveau du sol, au niveau de la météo, au niveau du végétal. Et donc, c'est pour ça on s'appuie sur un écosystème de capteurs divers et variés, prouvés parce que l'objectif, c'est quand même d'en sortir des indicateurs, qu'ils soient pertinents également au regard de vos activités diverses et variées, et donc sur lesquels, en fait, ces indicateurs vont pouvoir être transférés et présentés sur notre plateforme openfield-3va.com. Donc, l'objectif également de notre stratégie 3VA, c'est d'être transparent sur les conduites menées, les résultats, qu'ils soient bons ou mauvais. Typiquement, hein, on n'a pas la prétention de réussir du premier coup tout ce que l'on entreprend. Et d'ailleurs, vous allez le voir au travers des résultats. Et puis innovant, parce que bien souvent, vous nous demandez d'aller chercher des systèmes, alors que ce soit français ou à l'étranger, permettant de vous accompagner sur cette fameuse transition agroécologique. Alors, toujours dans ce souci de transparence, chaque année, on invite différents intervenants du monde agricole. La campagne dernière, ça s'est traduit le 13 juin, de tête, le temps passe vite, où en fait, on a invité, et vous étiez plus de 650 visiteurs, représentant 170 structures, COP et négoces, des industriels de l'agroalimentaire, des journalistes, des partenaires AgTech, des exploitants également que l'on a fait venir pour venir visiter la plateforme, partager également nos retours et nos résultats.
Et l'objectif étant que finalement, on puisse quelque part répondre à vos attentes. Et là, c'est le chiffre que l'on voit, 93% des visiteurs trouvent les thématiques en adéquation avec leurs attentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, je dirais les personnes présentes viennent chercher de l'information, viennent chercher de la compréhension de toutes ces nouvelles technologies. Et Openfield, au final, si on ne devait retenir qu'une seule chose, c'est bien une plateforme d'innovation agronomique permettant de s'ouvrir à l'ensemble de l'écosystème français. Alors, par rapport à ça, je vais laisser la parole à Marion qui va vous donner les premiers grands enseignements de l'année passée. Peut-être en préambule, rappeler le contexte dans lequel on se situe. On est sur la station expérimentale de Milly-la-Forêt. Milly-la-Forêt, c'est sud du bassin parisien, dans l'Essonne. On est vraiment à la limite Beauce-Gâtinais. Et donc, vous le voyez à l'écran, en fait, on a caractérisé en premier lieu l'ensemble des parcelles qui nous servent d'expérimentation. Donc là, c'est une cartographie de potentiel de parcelles avec BIP, sur lequel on a l'ensemble des éléments de sol. L'objectif était notamment de voir sur quel, je dirais, substrat on travaille, sur quel support on travaille, pour voir s'il y avait déjà des hétérogénéités parcellaires. Et donc, à Milly-la-Forêt, on est sur un limon profond lessivé, c'est-à-dire qu'on a des sols qui varient entre 70 et 1,10 m de profondeur. Et donc, on va avoir des différences de potentiel de RU, notamment, sur ces parcelles-là, qui vont notamment, alors aujourd'hui, on parle soja, colza, blé, orge, mais sur les autres conduites, notamment avec des betteraves, des maïs ou des pommes de terre, on est obligé de piloter l'irrigation. Et donc, on va aussi jouer sur tous ces facteurs limitants, notamment avec la RU, dans nos conduites culturales. Sachez juste que donc, la plateforme, elle est basée sur une parcelle qui est cultivée depuis de nombreuses années par un exploitant, qui nous entoure. Cet exploitant est en conventionnel, donc pas de travail simplifié du sol. On a une semelle de labour aujourd'hui bien présente à 22 cm, un taux de matière organique assez faible, qui est de 1,7. Et donc, ça veut dire qu'on a quand même un beau terrain de jeu pour voir dans le temps comment on va pouvoir, je dirais, faire évoluer peut-être soit la matière organique, soit la structure du sol. Donc là, on est presque sur une ferme assez représentative, alors, non pas en termes de sol, mais en tout cas en termes de semelle de labour, de matière organique que vous pouvez avoir par chez vous. Et donc, pour finir sur ce premier point, le contexte de la campagne récolte 23, il est assez simple. D'un point de vue météorologique, on est sur des précipitations réparties sur l'ensemble de la campagne, globalement, à l'inverse de la campagne en cours, où là, on rencontre d'autres problématiques d'engorgement d'eau. Euh, un désherbage de printemps en conditions sèches, je dirais, complexe à mettre en œuvre. Et puis, par contre, les conditions météo font qu'on a eu une faible pression, que ce soit maladie, ravageur globalement. Euh, voilà, pour vous donner à peu près le contexte, sans rentrer forcément dans le détail. Après, vous avez tous les éléments à disposition sur le site. Alors ouais, pourquoi on a mis un soja dans la rotation? C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de cette rotation qu'on nomme classique, donc un colza blé orge, mais dans lequel on a intégré un soja. Pourquoi ce choix? Alors la première raison, c'était vraiment l'autonomie protéique. On en entend de plus en plus parler. Il y a une demande sur le soja français qui est plus importante, que ce soit pour l'alimentation animale avec un soja non OGM, pour l'alimentation humaine, où on a globalement une consommation en soja qui est en plein essor. Et alors que les surfaces au niveau national de soja, bon, elles étaient en augmentation depuis plusieurs années, et là, ça fait quelques campagnes maintenant qu'elles sont stables. Par contre, on a des bassins de production qui sont encore tout petits, typiquement l'Île-de-France et les Hauts-de-France, dans lesquels le développement des surfaces continue. Donc, on a des surfaces de soja, voilà, qui sont encore finalement anecdotiques. C'est quand même des petites surfaces en Île-de-France, mais avec une croissance continue campagne après campagne. Donc, ça nous semblait intéressant d'intégrer ce soja pour l'autonomie protéique.
La deuxième raison, mais qui est clairement liée à ce sujet de l'autonomie protéique, c'est les éco-régimes de la PAC. Dans le plan stratégique national 2023-2027 sont apparus les éco-régimes avec une voie qui est celle de la diversification des cultures. Pour faire très simple, c'est un barème qui va de 0 à 5 points et pendant lesquels on peut aller chercher du coup une aide par la surface. Il faut savoir que l'apport d'une culture fixatrice d'azote dans ce barème apporte entre 2 et 3 points. Donc, ce qui veut dire que si j'ai toute mon exploitation sur une rotation colza, blé, orge classique, et dans ces cas-là, je ne suis pas éligible à une prime pour la diversification des cultures. À partir du moment où j'intègre un soja, selon la surface que je vais implanter, je suis éligible entre 45 et 62 euros par hectare. Donc, il y avait vraiment ici aussi une question financière sur les éco-régimes. Et puis enfin, par rapport à nos thématiques, on sait que le soja, pour le stockage du carbone, c'était une culture intéressante. Alors le graphique est un petit peu petit, mais ce que vous voyez en vert, entouré en vert, c'est l'apport du soja sur la fourniture de carbone humifié par les résidus de culture. Et on voit que le soja est globalement très intéressant pour cette fourniture de carbone humifié, bien plus notamment qu'un poids protéagineux. Donc c'était voilà un intérêt pour le stockage du carbone. Et puis également pour la baisse d'IFT, puisque en intégrant une culture de printemps, on va avoir une rupture des cycles des adventices et des ravageurs, donc qui vont nous permettre de jouer sur cette baisse d'IFT, mais aussi tout simplement le soja est une culture à faible IFT, donc qui nous permet mécaniquement de baisser l'IFT sur la rotation. Alors aujourd'hui, on a fait un choix, c'est qu'on a un temps imparti qui est assez court pour vous décrypter la rotation colza-blé-orge. Il faut savoir qu'on était bien sur une première campagne du système pluriannuel sous ce système de rotation en 22-23, mais comme on avait 15 cultures présentes en même temps sur la rotation, enfin sur la plateforme, ça nous permet de reconstituer des résultats à la rotation. Donc on va parler à chaque fois de résultats à la rotation, ici, donc sur notre colza, blé, orge, soja, mais il faut savoir qu'on joue en fait ça sur une seule année. Donc effectivement, il y a le contexte météo qui jouera, et donc dans 4-5 ans, enfin à la fin de la rotation, on pourra vraiment parler de résultats à la rotation qui sont fermes et qui prennent en compte ce contexte pluriannuel. Aujourd'hui, en tout cas, sachez qu'on va vous présenter uniquement sur une rotation qui est resimulée sur la campagne. Si vous êtes intéressé pour avoir bien du détail sur chaque culture, que ce soit les itinéraires ou les résultats, Olivier vous l'a déjà dit, mais allez du coup sur openfield-3va.com, tout est en ligne et vous aurez accès à l'intégralité des informations. Alors pour rentrer vraiment dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, on va brosser par thématique à chaque fois les grands résultats. Donc pour commencer sur cet itinéraire en bas IFT et gain CEPP, Olivier vous l'a dit tout à l'heure, l'objectif c'est une réduction de 50% de l'usage des produits de protection des plantes, mais tout en préservant le revenu de l'exploitant. C'est vraiment important d'avoir ce critère en tête. Et puis pour le distributeur, d'aller chercher le maximum de CEPP. Comment? Du coup, en réduisant les IFT et en allant chercher du coup des CEPP avec différentes solutions. On a un premier focus qui est vraiment les intrants, donc en remplaçant le maximum de solutions conventionnelles par des solutions de biocontrôle. On a utilisé, vous allez le voir également, notamment des plantes compagnes qui ont également un intérêt. Jouer sur le levier variétal avec des variétés peu sensibles aux maladies, et puis les couverts intercultures qui nous permettent d'aller chercher typiquement des CEPP. Les agroéquipements, également, sur lequel on a pu jouer. Typiquement, vous allez voir, mais sur le soja, on a remplacé le désherbage par du binage, par exemple, donc avec des solutions vraiment mécaniques. Et puis également en jouant sur le conseil, avec notamment du coup l'utilisation d'OAD pour optimiser les traitements fongicides. Pour Bioline, comment ça se passe sur une année où voilà, c'est Bioline? On positionne le maximum de solutions qu'on a qui répondent à la thématique. Typiquement ici, pour une conduite bas IFT et gain CEPP sur les différentes cultures, vous voyez ce qu'on a pu utiliser. Que ça soit avant un soja, un couvert qui apporte du coup le maximum de CEPP ici avant le soja. Et puis sur le volet semences, par exemple en orge d'hiver, on a utilisé la Scoop, qui est une variété hybride avec un très bon profil maladie. En blé, on va aller piocher dans les variétés préférées, là aussi avec une bonne résistance variétale. Sur le colza, on a pu implanter du coup Archivar avec le cover mix, donc plante compagne. Sur l'aspect protection, on a du coup des solutions de biocontrôle, typiquement un phosphate ferrique contre les limaces avec le Fennec, du soufre qui peut être également utilisé en solution de biocontrôle. Et puis sur le pilotage, Ferm Leader nous permet d'aller sourcer du coup différentes solutions, que ce soit du coup des OAD, mais aussi en colza par exemple un capteur connecté qui nous permet du coup un suivi des ravageurs, et puis d'aller tracer toutes nos pratiques pour derrière aller les valoriser avec SMAG. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne?
Vous voyez ici, alors on se compare toujours au conventionnel. En fait, la conduite conventionnelle raisonnée nous sert de référence. C'est vraiment la pratique moyenne de la région agriculteur, et donc on va toujours se comparer par rapport au conventionnel. Ici, sur notre conduite bas IFT, ce que l'on voit, c'est que sur toutes les cultures, on a réussi à réduire l'IFT. Alors sur le colza, moins 23, sur le soja, moins 38 par rapport au conventionnel. À l'échelle de la rotation, donc là encore, en rejouant la rotation sur une seule année, on est sur une réduction d'à peu près 31% de l'IFT et un gain CEPP de 4,5 CEPP par hectare. Vous voyez par exemple que sur le colza, du coup, un gros gain de CEPP, c'est clairement lié par exemple à l'utilisation du cover mix. Alors, c'est intéressant du coup ces résultats. On voit qu'on est quand même déjà bien parti sur cette première campagne en termes de réduction d'IFT et gain CEPP. Concrètement, sur les autres indicateurs, qu'est-ce que ça donne? Dans la rémunération juste et durable, donc sur le volet agriculteur, on a également une augmentation de notre marge semi-nette. On va toujours parler en marge semi-nette parce qu'on ne prend pas en compte tout ce qui est charge indirecte. On est ici sur une plateforme d'expérimentation, on n'est pas sur une exploitation, donc on ne prend pas en compte les charges liées à l'exploitation, et donc par exemple, on ne rentre pas en compte les aides de la PAC, par exemple, qui pourraient aussi nous servir du coup dans ce volet-là. Donc c'est bien pour ça qu'on parle de marge semi-nette. Ici, on a une belle augmentation de la marge. On était vraiment sur une campagne qui s'y prêtait, sur une conduite bas IFT. Olivier vous l'a rebrossé rapidement sur le contexte de l'année. Et puis, voilà, on est sur une seule campagne. Donc, effectivement, les conduites bas IFT sont très bien sorties en termes de rendement, ce qui nous permet du coup de dégager une marge semi-nette vraiment intéressante. Sur la qualité de vie, par contre, c'est plus 5% en moyenne de temps passé du coup sur la rotation. C'est par exemple lié à l'utilisation du binage en soja, qui du coup forcément nous prend un peu plus de temps. Sur la partie alimentation, sur la qualité sanitaire, on est toujours en attente des résultats de résidus qu'on a fait sur le blé. Donc, on aura sûrement des choses à vous montrer prochainement. En tout cas, ce qu'on peut se dire en toute logique, c'est qu'en utilisant des solutions de biocontrôle, on devrait avoir moins de résidus détectables. Mais voilà, on est encore en attente des résultats. Sur la qualité nutritionnelle, par contre, là, on n'a pas eu de différence observée entre notre conduite conventionnelle et notre conduite en bas IFT, voilà, protéines, PS, etc. Vraiment pas de différence observée. Et puis enfin, ce qui est intéressant sur cette conduite du coup en bas IFT, c'est le bilan carbone et l'impact sur la biodiversité. Sur le bilan carbone, on voit qu'on réduit de 54% de notre bilan. Alors oui, à l'intégration du soja. On avait également fait le choix d'utiliser du Nexen, donc de l'azote avec un inhibiteur d'uréase, qui joue également sur le bilan carbone. Voilà, et puis donc des impasses, etc., qui ont été faites, ce qui joue finalement sur ce bilan carbone. Sur la biodiversité, la mesure forcément est un peu plus difficile en termes d'indicateurs, mais nous, on avait choisi notamment de regarder l'indice de régénération de PADV, qui, pour vraiment résumer, mesure l'impact sur le sol et sur la biodiversité des pratiques. Nous, comme on n'est pas une exploitation, normalement c'est un score sur 100, ici nous on est sur un score sur 85 sur la plateforme, et là on a plus 3 par rapport à la conduite conventionnelle, donc un petit plus, voilà, qui n'est pas énorme, mais qui est un petit plus, qui mesure du coup cet impact. Et puis sur l'IFT, voilà, on l'a dit, une réduction de 31%. Donc quelque chose quand même d'assez intéressant sur cette conduite du coup en bas IFT. On voit aussi quand même qu'on a des nouvelles pistes à travailler, puisqu'on n'est pas aux 50% qu'on s'était fixé en termes d'objectif, là à 31%, donc on voit qu'on a encore une marge de progression pour atteindre l'objectif. Concrètement, qu'est-ce qu'on va travailler de manière un peu plus poussée l'année prochaine? Le levier variétal, là on avait choisi pour une première année de mettre la même variété sur toutes les conduites. On se dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur ce levier variétal. Être moins sécuritaire dans les traitements, là aussi du coup on était sur une première année, et du coup même en ayant une variété parfois qui était bien tolérante aux maladies, on a parfois fait le choix quand même de traiter alors que peut-être on aurait pu faire des impasses. C'est facile de le dire après coup, mais donc voilà, peut-être être un peu moins sécuritaire. Et puis renforcer le levier biosolution, que ce soit le levier biocontrôle, donc utiliser encore plus de solutions de biocontrôle. Et puis un levier qu'on n'a pas du tout exploité, c'était les biostimulants. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas exploité cette année, donc qu'on exploitera l'année prochaine. Également, s'il y a d'autres pistes qui vous semblent intéressantes, qu'on n'a pas citées, qu'on n'a pas travaillées, n'hésitez pas à nous les remonter du coup dans l'onglet questions-réponses ou à nous contacter. On est à votre écoute pour construire du coup cette plateforme. Sur la partie du coup bas carbone,
Ici, donc Olivier vous l'a dit au début, notre objectif c'était de diminuer le bilan carbone de 20%, mais en conservant un niveau de productivité élevé. Et puis c'est de valoriser toutes les pratiques bas carbone auprès d'acteurs, que ce soit des industriels agroalimentaires, des instances réglementaires, etc. La méthode, là, du coup, elle s'est vraiment appuyée sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la fertilisation. On sait que, par exemple, pour un blé, 80% de l'empreinte carbone d'un blé est liée finalement à sa fertilisation azotée, que ce soit la production, le transport et l'utilisation d'engrais azotés. Donc, nous, on a beaucoup joué sur cette réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la fertie. Augmenter le stockage du carbone dans les sols au maximum, typiquement avec des intercultures, plants de campagne, etc. La réduction de la consommation de carburant. Alors voilà, c'est un levier qui est un peu moins important, mais qui a quand même son importance. Et puis bien sûr, utiliser tous les outils de diagnostic, de mesure et de traçabilité pour aller valoriser les pratiques. Les solutions mises en œuvre, du coup, on a vraiment beaucoup joué sur la fertilisation. L'implantation du soja dans la rotation est clairement un levier intéressant. La fertilisation en intraparcellaire, mais aussi des formes d'azote spécifiques. Ici, on a choisi, vous le verrez, d'utiliser un inhibiteur de nitrification. Le stockage de carbone dans les sols avec des plants de campagne et puis une production de biomasse au maximum, typiquement ici sur les intercultures. Réduire la consommation de carburant, on est parti par exemple sur du semi-direct, donc voilà, limiter au maximum le nombre de passages tracteurs, et puis les diagnostics carbone et tout ce qui est outils de calcul pour aller valoriser derrière nos pratiques. Bioline, de manière générale, c'est vrai que la transition, on est au cœur de cette transition bas carbone, et donc la thématique bas carbone, on a clairement beaucoup de choses pour l'alimenter, que ce soit sur la formation, la sensibilisation avec des outils qui permettent des diagnostics en moins de 15 minutes avec Carbon Tester, par exemple. La carbone extract qui permet des bilans carbone complets, c'est ce que l'on a utilisé pour faire tous nos bilans carbone à la rotation. Donc tous les chiffres que je vais vous montrer sur les bilans carbone sont issus de carbone extract. Sur les déploiements et l'optimisation, que ce soit sur réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la fertilisation ou le stockage du carbone, on a de nombreux outils et vous le verrez du coup par rapport à ce qu'on a utilisé dans la rotation. La mesure également pour prouver tout ça avec SMAC Farmer qui permet de tracer nos pratiques ou encore BIAPI Carboen qui permet d'aller faire de la cartographie de biomasse de couverts pour aller bien voir le carbone stocké dans les couverts mais aussi du coup l'azote restituable. Et puis derrière, on est présent également sur tout le volet financement et rémunération, que ce soit avec des crédits carbone avec Carbone & Co et également graphite pour des primes de filière sur des filières du coup bas GES. Alors, une fois qu'on a fait ce topo-là global sur Bioline, qu'est-ce qu'on a vraiment utilisé sur cette rotation en termes de solutions? Par exemple, vous voyez que du coup, sur l'aspect variétal, on a utilisé des couverts avant soja, là aussi avec du coup des couverts de la gamme Isol qui sont riches en légumineuses et qui en même temps fabriquent beaucoup de biomasse, donc pour augmenter vraiment au maximum ce stockage du carbone. On a joué également sur des variétés de blé qui ont un plus faible besoin en azote, donc avec un faible BQ, et puis des plants de campagne en colza avec Overmix, là aussi, qui nous permettent du coup d'aller stocker au maximum. Sur l'aspect nutrition, on l'a vu, un aspect important. Ici, on a fait le choix d'utiliser partout du Baxen. Donc le Baxen, c'est de l'azote avec un inhibiteur de nitrification. On a protégé le rendement au maximum, du coup, voilà, pour garantir la productivité et puis produire de la biomasse là aussi en culture, donc avec voilà, des programmes complets de protection. Et puis derrière, le pilotage avec Carbone Extract qui nous a permis à faire tous nos bilans carbone. On a tout tracé avec SMAC dans l'optique ensuite de valoriser nos pratiques. Et puis la modulation avec BIAPI, donc que ce soit voilà, sur de la modulation en intraparcellaire, mais aussi aller directement faire de la cartographie de biomasse de couvert. Alors, qu'est-ce que ça donne? Le bilan carbone sur la rotation, on l'a largement réduit, bien au-delà même de nos espérances, puisque Carbone Extract nous donne un bilan carbone réduit de moins 79% par rapport au conventionnel. Donc un bilan carbone qui est fortement réduit. On voit que l'importance de tous les leviers, l'intégration du soja, la fertilisation, etc., voilà, montre un résultat du coup qui est super intéressant en termes de bilan carbone. Par contre, le revers de la médaille, c'est que alors que notre objectif, c'est bien de diminuer le bilan carbone de 20%, mais en gardant un niveau de productivité élevé, là on voit qu'on a impacté quand même notre niveau de productivité de moins 11% par rapport au conventionnel. En gros, quand je regarde l'intégralité des rendements qui ont été produits sur les 4 cultures, on est en gros à 22 tonnes hectares dans une conduite bas carbone, quand on est à 25 tonnes hectares en conventionnel. Pourquoi ce niveau de productivité? C'est en grande partie lié au semi-direct.
En réalité, pour les premiers semi-directs, on se lançait pour la première fois dans les semi-directs. Et c'est vrai que sur les premières cultures, on n'a pas forcément très bien maîtrisé la technique. Et donc, on a eu voilà, des problèmes d'implantation qui ont pénalisé finalement le rendement. Par contre, avec ce bilan carbone que l'on a, on a des primes filières du coup sur ce marché bas GES qui sont accessibles. Donc là, c'est des niveaux de prix pour le distributeur. C'est bien des prix moyens 22-23. Le marché a chuté ces derniers temps, mais en tout cas au moment du coup là, de la récolte en 22-23, voilà à peu près les prix moyens qui se pratiquaient sur le marché. Et par rapport à nos pratiques, parce que c'est bien lié finalement à une baisse de réduction, on voit que sur le colza, le distributeur est éligible à peu près 45 € la tonne, sur l'orge 15 € et sur le blé à peu près 30 €. Donc des chiffres qui sont plutôt intéressants. Quand on regarde là encore du coup les différents indicateurs sur notre pratique en bas carbone, on l'a dit, sur le carbone, voilà, moins 79%. Sur la biodiversité, là aussi, on a quelque chose de très intéressant, puisque sur l'indice de régénération, donc je le rappelle qu'il y a une note sur 85, par rapport au conventionnel, on a 27 points supplémentaires, donc c'est clairement pas négligeable en termes de réduction d'impact sur le sol et sur la biodiversité. Bon, sur l'IFT, on est à moins 6%. C'est principalement lié sur le soja, où en fait on a fait le choix d'utiliser un robot de désherbage autonome avec Pixel Farming en partenariat du coup avec Farm Leader. Sur le volet agriculteur, on a du coup une marge semi-nette qui est là réduite de moins 9%, même en prenant en compte finalement les primes filières bas GES, on voit qu'on a dégradé quand même de 9% du coup notre marge semi-nette. Par contre, sur le niveau qualité de vie, là on a gagné en main-d'œuvre, c'est moins 36% de temps à y passer, lié voilà, semi-direct, ce robot désherbage autonome en soja, etc., qui nous ont permis de gagner du temps de main-d'œuvre. Et puis enfin, sur le volet alimentation, RAS, j'ai envie de dire, globalement, on produit avec la même qualité, en tout cas la même qualité nutritionnelle. Donc, on voit que sur cette rotation bas carbone, en fait, c'est un petit peu tout l'inverse de cette rotation en IFT. On atteint largement les objectifs du coup en termes de réduction bas carbone. Par contre, on dégrade légèrement la productivité et la marge semi-nette. Et donc, c'est tout l'enjeu des prochaines campagnes. C'est comment on fait pour s'améliorer sur ce côté-là. Donc, les pistes à travailler, c'est un semi-direct mieux maîtrisé. Et là, voilà, je parle sous couvert d'Olivier, mais les semi-directs de cette campagne 23-24 se sont beaucoup mieux déroulés. Donc, c'est une technique, voilà, on apprend en marchant en conditions agriculteurs finalement. Et donc, voilà, cette année, on est reparti sur des semi-directs beaucoup mieux maîtrisés. La labellisation de bas carbone et les gains de crédit carbone à prendre en compte. Quand on se dit qu'on réduit de 79% notre bilan carbone, on se dit qu'on serait éligible à des crédits carbone intéressants. La difficulté, là encore, c'est qu'on n'est pas une exploitation. Et que comme on n'est pas une exploitation, que les crédits carbone, c'est bien une labellisation de l'exploitation en entier, il faut qu'on voit comment on peut intégrer ce type de rémunération. Et puis enfin, un levier qu'on n'avait pas, ou en tout cas très très peu travaillé cette année, c'est tout ce qui est levier biostimulant. Et donc côté Bioline, on vient d'homologuer une bactérie fixatrice d'azote qui va là aussi du coup intégrer directement les protocoles dès l'année prochaine. Et là encore, si vous avez d'autres pistes, on est clairement à votre écoute. Et puis enfin, la dernière thématique, c'est l'agriculture de conservation des sols. L'objectif ici, c'était de montrer qu'on peut réduire la dégradation des sols en augmentant leur fertilité, bien identifier les étapes clés du passage d'une agriculture conventionnelle qui était finalement la norme sur cette parcelle avant qu'on débute du coup ce système open field. Donc bien identifier les étapes clés du passage de l'agriculture conventionnelle à une agriculture en ACS. Comment en diversifiant au maximum les espèces végétales, donc, par exemple là voilà l'intégration du soja, éviter au maximum la perturbation du sol, donc on travaille sur du semi-direct par exemple, et puis maintenir une couverture permanente des sols, que ce soit du coup avec des intercultures, des plants de campagne, etc. Donc les solutions de Bioline sur cet aspect-là. Avant le soja, on avait mis du coup ici un couvert qui s'appelle le Nemasol Rasta Rocket, qui est un mélange de radis et de roquette. C'est un système du coup racinaire pivotant qui va nous permettre d'aller vraiment chercher de la profondeur d'enracinement. En même temps, elle a une bonne vigueur de départ et une bonne capacité d'étouffement. Donc ça va ici là, nous faciliter la tâche pour tout ce qui est désherbage. Et puis enfin, il y a quand même des crucifères, une crucifère du coup dedans qui va permettre du coup avant une légumineuse d'aller bien pomper de l'azote. Et donc voilà, un couvert qui est parfaitement adapté. De manière générale, sachez que Bioline, on travaille vraiment une grosse gamme large et diversifiée d'intercultures qui permet du coup d'aller chercher le bon mélange par rapport à la thématique typiquement en ACS.
Et puis sur le colza, on a travaillé du coup le cover mix là aussi, comme dans la conduite du coup en bas IFT et en conventionnel. Alors il y a plusieurs sortes de cover mix différents. Là en tout cas, on avait choisi du coup un cover mix qui se prêtait bien à cette conduite-là et qui se sème du coup directement avec le colza. Olivier, je te laisse du coup la suite Ouais, pour les premiers merci résultats du Marion. sol. Effectivement, qui dit ACS dit bien souvent fertilité des sols. Ça, c'est une thématique qui est associée régulièrement, hein. Et donc, un des objectifs de la plateforme, c'était aussi de pouvoir mieux comprendre quels sont je dirais, les acteurs autour de la mesure de la fertilité des sols. Et donc, sur les différentes conduites que l'on a menées, on a notamment travaillé avec des laboratoires tels que Auréa avec Agroécosol, Célestalab ou Terramea. Et donc, des premiers résultats que l'on vous livre, hein, c'est qu'on a souhaité essayer de comprendre, au-delà de, je dirais, des technologies utilisées par chaque laboratoire, de voir quels étaient les impacts de nos pratiques culturales sur la vie des sols. Alors, je ne vais pas vous livrer un scoop aujourd'hui, malheureusement. On est en première année. Ce dont on s'aperçoit, pardon, c'est que euh, selon les conduites, on a essayé de vous remettre, je dirais, en focus conventionnel. On a travaillé sur les engrais et le travail du sol. Bas carbone, c'était donc un inhibiteur de nitrification en semi-direct. ACS, c'était un inhibiteur d'uréase en semi-direct. Et en BIFT, idem, inhibiteur d'uréase Nexen, mais cette fois-ci en labour et en combiné de semis. Ce dont on s'aperçoit, c'est que à date, on n'a pas forcément de corrélation marquée entre la population micro-organismes des sols avec les bactéries, les champignons, les protistes, selon les conduites usitées. On aurait pu s'attendre à ce que l'ACS, typiquement, ressorte peut-être un peu mieux dès la première campagne. Ce n'est pas du tout le cas, puisque si on prend l'exemple des bactéries, donc le graphique en bas, pardon, à gauche, c'est plus le conventionnel qui ressort en tête. Et en fait, vous voyez que sur ces graphiques, vous avez le nombre de bactéries vivantes actives, exprimé en millions de bactéries. Donc là, l'exemple, c'est sur le conventionnel, on est à 18 millions hein, de bactéries. Et puis le taux d'activité, où là, en fait, on a 53% des bactéries actives, c'est-à-dire qui sont vivantes par rapport à la masse de bactéries présentes. Et donc, que ce soit aussi bien pour les champignons que pour les protistes, à date, on ne peut pas dire qu'il y a une conduite culturelle qui sort du lot, d'où l'idée justement d'avoir cette fameuse plateforme pluriannuelle. Euh, Si on passe, en revanche, si on fait un petit focus différemment, euh, on s'est dit, bon, OK, à la culture, pour l'instant, on n'y est pas encore. On a du mal à comprendre les interactions entre les conduites et les cultures. En revanche, est-ce qu'on peut prendre un peu plus de hauteur, de recul, et de regarder sur l'ensemble des 56 conduites culturelles s'il y a des tendances qui se dégagent? Et là, c'est un peu plus net, on va le dire de cette façon-là, c'est que si on prend deux critères, que sont la fertilité des sols et le travail du sol, alors on y voit des choses un peu plus marquées. Premier exemple, sur la partie fertilité, quoi, fertilité engrais minéraux apportés, pardon, euh, on a comparé les conduites où on a apporté que de l'AMO 27 de celles qui ont reçu des inhibiteurs d'uréase ou des inhibiteurs de nitrification. Dans la littérature, on lit bien souvent que certains inhibiteurs d'uréase ou de nitrification peuvent acidifier les sols, voire même être bactéricides. Et donc, on souhaitait, nous, dans un premier temps, s'assurer, ou pas d'ailleurs, hein, que justement ces engrais minéraux avaient une action sur les sols. Force est de constater, à date, hein, sur les 56 conduites que l'on a synthétisées ici, que typiquement le Baxen, hein, qui est un inhibiteur de nitrification, on s'aperçoit que la population de bactéries, elle est équivalente à celle de la MO27 et le Nexen, qui est un inhibiteur d'uréase, 17 millions, on va dire, c'est quasiment la même chose.
On a un petit décrochage dans le taux d'activité des bactéries. On s'aperçoit qu'en conventionnel, on a un peu plus d'activité de nos bactéries présentes. Mais voilà, c'est un contexte, une campagne donnée. Euh, voilà, premier constat, c'est que je dirais, l'effet engrais n'est pas si marqué que ça sur, en tout cas, la population bactéries, mais on a les mêmes graphiques, que ce soit en champignons ou en protistes. En revanche, si je prends l'exemple du travail du sol, là, c'est bien plus marqué en termes je dirais, de population présente et de taux d'activité des populations, puisque sur la partie labour, on constate qu'on a vraiment un gros décrochage, notamment des champignons présentés ici, mais c'est la même chose sur les bactéries, en termes de population globale et également donc en termes de population active, si on fait le ratio des deux. Ce que l'on peut se dire à date, c'est que c'est un premier volet exploratoire. Bien évidemment, il reste tout un tas de questions. Euh, L'idée, c'est que également sur la campagne à venir, donc qui est en cours, on va travailler aussi d'autres facteurs, notamment liés à l'impact des couverts d'interculture ou également le ratio matière organique argile. Est-ce qu'il y a des corrélations entre les populations du sol et ces différents facteurs-là? Sur cette campagne, on n'a pas pu tirer d'enseignement, donc on va essayer voilà, d'aller chercher un peu plus loin dans ces indicateurs-là, mais voilà un premier niveau de restitution. En revanche, ce que l'on peut se dire, et effectivement, Marion l'a bien précisé, c'est notamment sur l'emploi de telle ou telle technique de semis, notamment le semis direct. On s'aperçoit que le machinisme a une action prépondérante sur la réussite, notamment des conduites en ACS. Pourquoi je dis ça? Et ça, c'est peut-être aussi l'enseignement majeur que l'on peut tirer sur la campagne précédente, c'est que en ACS, on s'était dit, on n'y connaît rien, hein, pour être très humble, on démarre dans l'aventure, euh, on fait un diagnostic de sol, cartographie BIP, on met en place des couverts pour restructurer les sols, d'accord? Et derrière cela, ensuite, on va faire un semi-direct pour limiter, je dirais, notre impact sur le travail du sol. Euh, Comme l'a dit Marion, le semi-direct, on ne l'a pas bien maîtrisé, mais c'était également par rapport à un problème de structure du sol. C'est-à-dire qu'on n'a pas employé ni le bon matériel, ni travaillé suffisamment en amont la structure du sol. Et un constat de cette campagne que l'on mène aujourd'hui avec notamment le PPA hein, et les unions régionales, c'est qu'on s'est dit, OK, on a bien diagnostiqué nos problématiques de sol. Je vous ai parlé tout à l'heure de limons profonds qui sont extrêmement battants. Cette année, conditions pluvieuses majeures, difficulté d'implanter les cultures au semi-direct. Qu'est-ce que l'on a fait pour améliorer les choses? Un, on a travaillé donc la fissuration des sols en amont, alors notamment avec un fissurateur d'Actisol, hein, pour les citer. Et puis, derrière cela, on a également changé, en tout cas adapté notre matériel de semis, puisque pour certaines cultures, on a utilisé un Claydon qui nous permet de semer différemment en semi-direct par rapport au Sky que l'on utilisait l'année précédente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a repensé complètement notre approche autour de l'ACS et ne pas, je dirais, travailler uniquement sur la partie couvert à semi-direct, mais de bien travailler en amont de ça, la partie sol et fissuration du sol pour retrouver une bonne structure. Et on en voit les résultats dès cette campagne. Tout simplement pour dire que pour la campagne en cours, en fait, voilà, ça nous a projeté de suite pour se dire, ben voilà, comment on change peut-être nos dates d'implantation de couverts? Est-ce qu'il faut être au cul de la moisse-batte? Est-ce que ça peut être par drone? Est-ce que ça peut être directement dans les cultures précédentes? Est-ce que ça peut être décalé un petit peu? Est-ce que ce sont des couverts annuels ou permanents? Et donc le choix du matériel qui va avec le machinisme. Donc tout ça fait que ben voilà, la plateforme à vie, elle évolue. On change également je dirais, d'approche selon les campagnes. Euh, et ça, c'est un premier enseignement que l'on pouvait vous faire de la campagne passée. De la même façon,
Si on compare, on va dire, l'ACS par rapport au conventionnel, très clairement, aujourd'hui, on répond à nos attentes carbone, moins 56%, c'est flagrant. Biodiversité, selon l'indice de régénération PADV, on est à plus 32 par rapport au conventionnel, on peut se dire c'est pertinent. Moins de main-d'œuvre, formidable. Par contre, la marge cheminette, là, clairement, elle est impactée pour l'exploitant du fait qu'on a mal implanté les cultures, donc perte de rendement, perte de revenus, et ça s'impacte sur la marge. Voilà. Et peut-être pour finir, et je pense que c'est peut-être le graphe le plus intéressant finalement à garder à l'esprit, on a souhaité non pas opposer les formes d'agriculture, ça vous l'aurez bien compris, mais de bien les comparer entre elles. Euh, sur cette rotation colza, soja, orge, blé, euh, ce que l'on peut retenir au final, c'est que effectivement, BAIFT, dans le contexte de Mila-Forêt de la campagne précédente, il sort avec un plus de 148 euros par hectare de marge nette sur l'ensemble, quoi, semi-net, sur l'ensemble de la rotation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'exploitant a un gain supérieur par rapport à des pratiques conventionnelles, tout en ayant des co-bénéfices sur son bilan carbone, sur la réduction de ses IFT de moins 31% et l'amélioration de l'indice de régénération, donc on va dire d'un indice de biodiversité. Pour autant, on constate que les autres pratiques culturales, que ce soit bas carbone ou ACS, même si on a dégradé la marche minette à date, permettent d'atteindre nos objectifs et même de largement les dépasser, que ce soit en bilan carbone et un petit peu moins en IFT notamment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, sur la campagne passée, sur cette rotation en particulier, euh, voilà, il y a déjà des premiers enseignements à tirer. Euh, c'est peut-être pas, je dirais, conventionnel d'un côté, bas carbone, ACS ou bas IFT de l'autre. Peut-être qu'au final des 5 ans, ça sera un mixte de tout ça qu'il faudra travailler. Et là, je me projette déjà sur les années à venir. Pour terminer, demain, donc là, on a parlé de la rotation classique. Demain, on a le même travail de restitution que l'on va vous faire avec Marion, cette fois-ci sur la rotation Sud-France. Vous verrez, il y a d'autres enseignements à tirer, notamment sur l'usage des engrais organiques, où là, je pense qu'on a appris beaucoup, nous, côté en tout cas Bioline, sur le choix des organiques à avoir dans nos rotations, notamment au regard du bilan carbone. C'est très riche d'enseignements. Et puis ensuite, après-demain, on sera cette fois-ci sur les questions, sur la rotation culture industrielle. Je vois qu'il y a des questions du coup, Voilà. et des remarques. Du coup, une remarque, Olivier, effectivement, de Mathias Sex qui nous dit résultat à la rotation reconstituée, on multiplie par 4 l'effet météo de l'année 2023, notamment pression maladie faible et IFT. Effectivement, alors, Mathias, tu as entièrement raison. On a démultiplié l'effet météo. C'est pour ça que la plateforme se tient sur 5 campagnes pour lisser dans le temps. Très clairement, on va avoir d'autres enseignements avec la campagne en cours, hein, notamment sur l'implantation de nos céréales d'hiver. On a eu toutes les peines du monde à semer nos orges de printemps. On n'a pas encore fait le reste. Donc oui, oui, c'est clair que l'effet météo sur une campagne donnée, je dirais, euh, est très prégnant, on va dire, sur les résultats. Maintenant, l'avantage de la plateforme, c'est que ça permet de tester une rotation sur un an. Je vais le dire comme ça, en tout cas de simuler une rotation plutôt sur un an et d'en tirer les premiers enseignements très rapidement. Maintenant, on est dans le contexte de Milly, hein, la forêt, je le répète, sur une année 2023. Une autre question également, c'était sur le sujet de la résilience climatique. Quelles sont les actions mises en place sur Openfield? Effectivement, on pourrait penser qu'on n'a pas traité le sujet dans les thématiques abordées. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait une plateforme annuelle, hein, qui permet de tester des solutions en N-2. Justement, la résilience climatique, on la travaille à cette échelle-là, notamment sur l'irrigation, le pilotage de l'irrigation.
où cette année, on va tester également sur différents maïs, différentes précocités de maïs, des stratégies d'irrigation, je dirais le tout irrigation, le schéma où je suis extrêmement limité, je pars avec une dose, on va dire une lame d'eau à apporter sur la campagne de tant de millimètres, et puis un troisième scénario où je suis dans le cas, j'ai le préfet qui prend une décision au mois de juin pour X raisons et qui ferme le robinet peut-être au plus mauvais moment pour la culture, et quel est l'impact? Et donc, choix variétal, pilotage, stratégie d'irrigation. Voilà, c'est un exemple de sujet que l'on travaille, au-delà aussi de tout ce qui est biostimulant pour limiter les stress hydriques de certaines cultures. Et une autre question également, Olivier, c'était en ACS. Les résultats, globalement, sont un peu mitigés parfois. Vous avez fait évoluer certaines pratiques cette année. Comment voyez-vous la suite? Bah, typiquement, c'est ce que je disais précédemment, hein, sur l'ACS, on apprend de nos erreurs. Alors, est-ce que ce sont des erreurs? En tous les cas, je le redis, hein, nous, on vient du conventionnel, on maîtrise bien tout ce qui est semi-classique notamment. En ACS, voilà, il y avait des réglages de machines, il y avait également, si je prends l'exemple de cette campagne, en ACS, on a attendu le dernier moment pour semer. Au final, on aurait dû sans doute semer il y a quoi, presque 3 semaines hein, avant la date indiquée. C'est toute la difficulté, mais ça vous connaissez aussi bien que moi, je dirais la beauté de l'agriculture, c'est que si on connaissait la météo auparavant, ça serait formidable. Là, l'esprit, c'est de gommer au maximum, on va dire, ces effets-là, d'anticiper au mieux. Voilà, typiquement la CS, parti pris cette campagne, c'est on a travaillé la structure des sols avec du machinisme, le fissurateur d'actisol, que ce soit dans les couverts, après couverts, on voit vraiment une réelle différence dans l'implantation de la structuration de nos sols. Voilà, c'est typiquement ça va être un des enseignements, j'espère qu'il se traduira en termes de rendement sur la campagne à venir. Je ne vois pas d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu, en tout cas dans le question-réponse. Si jamais voilà, vous en avez, n'hésitez pas à les remonter tout de suite. Je vois qu'on a déjà dépassé le timing. Ouais, Voilà. très Euh, court. voilà, ouais, c'est très court. Bah, merci à tous en tout cas pour votre présence. Si jamais il y a des questions, bah, n'hésitez pas à nous contacter, Olivier ou moi, ou du coup directement même sur le site Openfield-3VA, vous avez les résultats, mais vous avez aussi une rubrique contact, donc n'hésitez pas au besoin. Un grand merci à toutes et à tous Merci à de tous, votre attention. très bonne Au revoir. journée, au revoir.